Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, mais aussi téléspectatrices de l'émission Notre Environnement, mais aussi Votre Environnement, nous recevons donc sur ce plateau deux éminents experts, des experts qui viennent tous d'un même ministère, mais de différents secteurs. Et il s'agit, Monsieur le conseiller donc chargé des questions juridiques, Monsieur Cyril Aboli. Monsieur Cyril Aboli est accompagné du directeur général adjoint de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale en la personne de Monsieur C.C. Jérôme Pogomo. Bienvenue aux différents invités. Madame, Monsieur, encore une fois, restez à notre compagnie pour davantage vous informer. Bonjour Monsieur Aboli. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur le DGA. Bonjour Madame. Vous êtes donc sur le plateau de l'émission Notre Environnement. Sûrement c'est votre première fois d'intervenir sur ce plateau et précisément dans cette émission. Monsieur le conseiller chargé des questions juridiques, parlez-nous un peu, c'est quoi les questions juridiques au niveau du ministère de l'Environnement? Voilà, je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez afin de m'exprimer sur les questions environnementales qui sont d'actualité aujourd'hui. Mais avant d'entamer, je voudrais remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, son colonel Mamadi Doumbouya, pour sa volonté d'accompagner le ministère de l'Environnement dans l'atteinte de ses objectifs, et qui sont ceux, n'est-ce pas, de la protection de notre environnement, mais également assurer le développement durable. Donc les questions environnementales, comme vous le savez aujourd'hui, se posent avec actualité. Et donc, il est important pour nous, en tant que conseillers juridiques, de s'assurer que nous avons tous les instruments juridiques à notre disposition pour permettre justement d'atteindre des objectifs assignés au ministère de l'Environnement. Et donc, les questions environnementales ne peuvent être réglées que lorsque nous avons des textes qui sont élaborés, et notamment les textes d'application, lorsque nous avons des lois, et je pense que c'est en cela que nous avons actualisé nos codes de l'environnement. Et nous avons actualisé le code forestier ainsi que le code de la chasse et de la réglementation. Donc je pense que ça, c'est des outils qui nous permettent justement d'atteindre les objectifs du ministère de l'Environnement en termes non seulement de la protection de l'environnement, de la préservation, mais également de la restauration, surtout des sites qui sont dégradés. Donc vous avez un paquet très bien fourni en ce qui concerne la régie des questions environnementales. Mais nous allons aujourd'hui dans cette émission nous appesantir sur le code de l'environnement. Mais avant, Monsieur le directeur général adjoint, Monsieur C.C. Jérôme Pogomo, parlez-nous de l'AGE. C'est quoi l'AGE? Merci Madame, je suis très content d'être aujourd'hui sur le plateau de la RTG. Et permettez-moi aussi de m'acquitter d'un devoir, celui de remercier sincèrement le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, et également Madame la ministre Liépo Oulama, qui nous ont porté confiance à gérer ce nouveau service. Tout à fait. Je vous l'apprends que c'était avant BGE, mais actuellement c'est AGE, Agence guinéenne d'évaluation environnementale. Cette agence est créée... Nous sommes dans la transition, vous aussi, vous êtes dans la transition. Non, nous sommes déjà créés. Passons de BGE, nous sommes maintenant aujourd'hui à AGE. Donc nous sommes créés par décret 042 du 20 janvier 2022. Alors l'AGE, c'est quoi? L'AGE, c'est le service qui met en œuvre la politique du gouvernement en matière d'évaluation environnementale. Et nous encadrons, nous animons, nous impulsons toutes les démarches visant à situer et examiner la dimension environnement sur les sites des programmes et des projets en République de Guinée. Voilà succinctement comment je vais présenter l'AGE en entrée de jeu. Vos activités donc sont basées vraiment sur le terrain. Monsieur le conseiller juridique, pour que ces activités-là soient menées, il faut de la réglementation. Quel est le lien qui vous lie à ce service? Je vais parler de l'AGE. Vous savez, conformément à l'article 1er justement du décret qui crée les attributions, organisations du ministère de l'Environnement et du Développement durable, il y a le fait que le ministère de l'Environnement a pour vocation la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière, n'est-ce pas, de protection de l'environnement et du développement durable. Et donc, lorsque vous prenez ces attributions, il y a une panoplie des questions liées justement à la protection de l'environnement, notamment les questions de l'évaluation environnementale. Et ces questions ne peuvent être réglées que lorsque nous avions, n'est-ce pas, les codes de l'environnement,
qui, dans son article 25, dispose que les évaluations environnementales doivent être conduites, n'est-ce pas, par les experts agréés, mais également doivent être conduites en tenant compte justement de toutes les entités qui interviennent dans le domaine, n'est-ce pas, de l'évaluation environnementale. Aujourd'hui, nous sommes en train, n'est-ce pas, grâce à l'appui de partenaires financiers et techniques, notamment la Banque mondiale, nous sommes en train aujourd'hui, sous le leadership de Madame la ministre, d'élaborer des textes d'application pour nous permettre justement d'assurer cette mise en œuvre effective des dispositions consignées dans le Code de l'environnement relatives justement à ces questions d'évaluation environnementale, à ces questions d'études d'impact environnemental et social. Et il est important pour nous non seulement que ce texte d'application soit élaboré, mais qu'il soit également vulgarisé. Et je pense aujourd'hui que Madame la ministre est dans cette dynamique parce qu'elle m'a instruit, ainsi que l'AGE, de prendre toutes les dispositions pour que nous puissions non seulement vulgariser les textes d'application que nous disposons et qui ont été récemment élaborés, notamment le texte d'application, l'arrêté, n'est-ce pas, 1646 et 1647, respectivement relatifs à la procédure administrative en matière d'évaluation environnementale, mais également fixant les conditions d'octroi, n'est-ce pas, des agréments à ces entreprises minières. À ce propos, monsieur le conseiller, l'octroi de ces documents-là relève, ça c'est ma connaissance de la chose, de votre direction. Comment ce processus-là se fait? Quand tu veux d'abord évaluer ou bien passer vos études d'impact environnemental pour le compte d'un promoteur, il va falloir que vous soyez agréé. Et pour être agréé, vous avez des documents à déposer. D'abord, vous allez déposer le RCCM. C'est-à-dire le RCCM s'obtient au niveau de l'APIP. Pour vous reconnaître d'abord comme une organisation officielle en Guinée. Deuxièmement, vous allez... L'agence de promotion des investissements. Voilà, c'est là-bas on obtient le RCCM. Ensuite, vous allez aussi fournir les CV des acteurs principaux de ce cabinet. Là, on va voir est-ce que réellement vous avez le profil d'exercer ce métier d'évaluateur en matière d'environnement en République de Guinée. Ensuite, il y a aussi que désormais, il y a des cautions à payer parce que n'importe qui ne va pas désormais choisir. Donc, il fallait fixer ces conditions-là pour que les gens soient encadrés. À peu près, la caution minimale. La caution minimum, donc, il est fixé à 2 niveaux. Les cabinets internationaux, je pense qu'ils sont fixés pour le moment. Il faut d'abord inciter les gens à 50 millions, je pense. Je parle sous la couverture du conseiller juridique qui a d'ailleurs participé à l'élaboration de ce document. Ensuite, pour les cabinets locaux, on passe à 10 millions juste pour les permettre d'être encadrés et ne pas divaguer. En tant que conseiller juridique, un bureau qui demande de réaliser une étude environnementale, à quel moment vous intervenez pour que ce travail soit juridiquement fait? Le ministère de l'Environnement ne réalise pas les études d'impact environnemental et social, sauf exception. Mais les études d'impact sont conduites par, n'est-ce pas, un cabinet, mais il faudrait que ce cabinet désormais soit agréé par le ministère de l'Environnement conformément à l'article 20, n'est-ce pas, du Code de l'environnement. Seulement par le ministère de l'Environnement? Pas seulement par le ministère de l'Environnement. Donc ça nous permet d'avoir une visibilité sur la qualité, n'est-ce pas, des études qui vont être menées. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces études sont extrêmement importantes, parce qu'à la fin, n'est-ce pas, des études, après tout le processus d'approbation, il y a un certificat de conformité environnementale qui est délivré par Madame la ministre conformément à l'article 30, n'est-ce pas, du Code de l'environnement. Donc nous devons nous assurer qu'effectivement, que le cabinet qui a été recruté est un cabinet d'expertise reconnu, non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international. Parce que pour nous aujourd'hui, lorsqu'une étude d'impact environnemental et social est mal élaborée, mal faite, conséquence directe, c'est que c'est sur les communautés, mais également c'est sur notre environnement. Donc désormais, sous la clairvoyance de Madame la ministre, nous voulons avoir une visibilité très nette sur les cabinets qui vont être recrutés. Et c'est pourquoi nous avons dit, au-delà, n'est-ce pas, des pièces à fournir, comme c'est que le directeur vient de dire, nous exigeons à ce que le certificat ou l'autorisation qui va être délivrée ou l'agrément qui va être délivré à ce cabinet soit renouvelé. Et le renouvellement va se faire sur la base du respect, n'est-ce pas, des observations. Mais le document en tant que tel, quand ce document est obtenu, il est valable pour combien de temps? Il est valable pour 3 ans.
dans les conditions normales, il est valable pour 3 ans. Il n'y a que monsieur le directeur général adjoint de l'AGE, on a souvent entendu parler des études d'impact environnemental sur le terrain. C'est bon d'octroyer des papiers, mais sur l'effectivité des études, est-ce que vous êtes impliqué et comment cela se fait? Bon, merci beaucoup madame pour la question. Il faut qu'on clarifie un peu les choses. Les études d'impact, c'est vrai, elles sont réalisées, mais pas par l'AGE. L'AGE examine les rapports d'études d'impact. Lorsque un promoteur a l'intention de réaliser une étude d'impact, il va recruter son cabinet. Mais avant de le faire, il va proposer ce qu'on appelle l'avis de projet. L'avis de projet, c'est quoi? C'est un document qu'il nous présente dans lequel il y a presque les informations nécessaires sur le projet, son intention, ses objectifs et le lieu où il va implanter le projet, les caractéristiques physiques, biophysiques et sociales de moins. Alors, quand ce document est déposé au niveau du ministère de l'Environnement, on transmet à notre service, l'AG. L'AG met en place une commission qui va statuer et cette phase est appelée le tri préliminaire qui détermine la nature de l'étude à soumettre au promoteur. Alors, lorsque les informations révèlent que c'est une étude dont un projet dont les impacts seront de grande ampleur, en ce moment, on lui propose à réaliser une étude d'impact détaillée. Mais lorsque les informations révèlent que les impacts qui seront générés sont limités ou bien peuvent être maîtrisés, on lui propose une étude d'impact à réaliser, qui est aussi appelée étude d'impact simplifiée. Alors, il va engager son consultant va élaborer l'étude, l'outil qui lui a été indiqué. Lorsque l'outil est réalisé, alors il transmet officiellement à travers le promoteur qui l'a commis à la tâche. C'est alors que nous, maintenant, à l'AG, nous intervenons encore une deuxième fois pour examiner le contenu de ce rapport. Et l'examen de ce rapport se fait à 2 niveaux. Il y a d'abord une équipe qui se transporte sur le terrain, c'est-à-dire la zone d'implantation. Justement, c'est là où j'allais en venir, voilà. Parce que c'est bon d'observer, de contrôler tous les papiers. Justement, voilà. Il faut être sur le terrain Justement. pour vraiment être Effectivement, sûr. il y a un contrôle que nous faisons en amont comme en aval. Donc, il y a une mission qui va aller sur le terrain, une mission LPS mixte, selon la thématique. La mission là est prise en charge par le ministère ou bien par le promoteur? Non, à l'heure qu'il fait, pour le moment, elle est prise en charge par le promoteur qui demande à valider. Ça ne peut pas compromettre le résultat sur le terrain? Bon, j'en viens. Maintenant, les nouvelles réformes dont on va peut-être parler tout à l'heure, nous ont aidé aujourd'hui à être beaucoup plus autonomes. D'accord. D'ailleurs, grâce au décret aussi que nous avons bénéficié, désormais, nous allons avoir les moyens de nos politiques, nous allons avoir les ressources nécessaires pour faire face à ces éventualités. Pas que ça impacte sur la crédibilité. Voilà. Monsieur Aboli, vous êtes le gardien quant au respect des questions juridiques au ministère de l'Environnement. Si cela n'est pas respecté, vous, comment vous allez faire? Je voudrais d'abord, avant de continuer de répondre à votre question, je voudrais d'abord, encore une fois, on rend à César ce qui appartient à César, remercier Madame la ministre, parce que depuis qu'elle est venue, on a sécurisé le certificat de conformité environnementale. On a sécurisé, aujourd'hui, seule elle dispose les signes, n'est-ce pas, pour authentifier qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un certificat de conformité authentique. Et nous avons également, dans notre Code de l'environnement, notamment dans ces articles 169, 170 et 171, qui disposent que même si le certificat de conformité ou les autorisations sont délivrées, lorsqu'on constate que les engagements pris par les promoteurs à travers leur cabinet qui réalisent l'étude d'impact environnemental ne sont pas respectés sur le terrain, ne sont pas appliqués non seulement au profit, n'est-ce pas, de l'environnement, mais également des communautés, Madame la ministre peut, après avis, n'est-ce pas, du ministère de tutelle, suspendre, n'est-ce pas, le certificat de conformité ou autorisation environnementale. Donc cela signifie qu'il faut renforcer justement le suivi, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de ces plans de gestion environnementale qui relèvent exclusivement, n'est-ce pas, des compétences de l'AGE que nous venons de créer. Vous avez parlé de la vulgarisation de ces différents documents juridiques. On le sait, que ce soit au niveau des communautés, que ce soit au niveau des investisseurs, cette vulgarisation doit être de mise. Est-ce que déjà vous pensez, parce que quand on dit vulgarisation, on pense à l'organisation des ateliers régionaux, mais il y a les communautés rurales. Comment ces communautés-là peuvent s'en approprier? La question est valable pour vous deux. Ok, merci beaucoup. C'est déjà bon à saisir comme occasion pour passer l'information. Nous avons déjà sous notre main un dossier de TDR qu'on veut mettre en place pour pouvoir organiser les ateliers
pour vulgariser les deux textes que Madame la ministre vient de signer. L'arrêté portant procédure administrative des évaluations environnementales et l'arrêté portant sur les conditions d'octroi d'agrément au bureau d'études. Nous sommes dans les jours qui suivent, certainement la RTG, vous serez là encore pour certainement encadrer cette activité. Et après le niveau central, nous allons vulgariser à travers les CPCS, Comité préfectoral de suivi environnemental et social, dans lequel il y a aussi les représentants des ONG et les représentants des communautés qui vont nous permettre de faire le relais maintenant au niveau des différents districts concernés. Et à l'intérieur de ce CPCS aussi, je mentionne qu'il y a aussi les représentants des projets de développement qui évoluent dans la sphère géopolitique de CPCS qui évolue. Donc, quelque part, nous allons informer presque la plupart des acteurs qui sont impliqués dans le processus d'évaluation environnementale. Parce que ces outils, c'est pour eux. Il ne faut pas les appliquer s'ils ne savent pas. Donc, quand nous les émettons et que l'autorité signe, il faut que nous faisions le devoir d'aller vers pour les informer. Parce que si on est mieux informé, on peut faire moins de dégâts. Parce que le plus souvent, les promoteurs viennent nous dire « je ne savais pas que ce test existait ». Quand j'ai commencé mon projet, je ne savais pas que j'allais faire ça. Maintenant, nous, avec l'impulsion de Madame la ministre, elle a dit il faut qu'on organise des ateliers pour vulgariser, afin que tout le monde soit au même niveau d'information sur ces différents tests. Ça va nous aussi nous faciliter, bien sûr, ça va nous aussi nous faciliter à les mettre en œuvre. Parce que quand on sait que le partenaire est au courant de comment s'appliquer, je pense que nous aussi, on a moins de problèmes sur le terrain. Voilà. Bon, je voudrais simplement ajouter à ce qu'il vient de dire que cette question elle est importante pour nous. C'est vrai qu'il y a un principe qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai. Nous avons élaboré beaucoup de codes de l'environnement et certains textes d'application, mais qui ne sont pas connus, n'est-ce pas, par les communautés en première ligne, mais également par certains projets de développement. Donc il était important pour nous, pour sécuriser non seulement cette protection de l'environnement, il est important que chacun puisse savoir ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Et d'ailleurs, ça va éviter également des désagréments, comme ceux qui viennent d'opposer le ministère de l'Environnement au ministère de la Pêche, concernant justement la saisie des raies papillons à Bofa. Et je pense que les journalistes en ont relayé. Et cela fait l'objet, n'est-ce pas, malheureusement, d'un procès entre le ressortissant ghanéen et le ministère de l'Environnement. Et par ricochet, l'implication, n'est-ce pas, du ministère de la Pêche. Malheureusement, cela ne doit pas se poser parce que nous sommes tous là pour atteindre les objectifs. Oui, c'est pour défendre la même cause. Défendre la même cause. Donc il est important pour nous de vulgariser rapidement, n'est-ce pas, non seulement le code de l'environnement de 2019 qui n'est pas vulgarisé, mais également vulgariser les textes d'application que Madame la ministre vient de signer. Dès qu'ils sont disponibles. Mais on ne peut pas parler d'environnement sans parler de mines. Monsieur le directeur général de l'AGE, comment vous travaillez? Quelles sont vos relations avec les investisseurs miniers pour le respect des normes environnementales? C'est valable pour vous deux la question. Vous savez, la dégradation est beaucoup plus poussée dans ces zones-là. Donc nous, en tant que ministère de l'Environnement et à travers l'AG, nous les encadrons. Lorsque nous recevons les études d'impact qui sont menées sur les sites, nous les examinons, nous les conduisons jusqu'à ce qu'ils obtiennent le certificat de conformité environnementale. Et après là, nous les suivons sur le terrain à travers les missions de contrôle de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale qui sont souvent assortis des différentes études qui sont réalisées. C'est ce document qu'on appelle le document d'engagement. C'est dans ce document qu'il y a les différentes mesures d'atténuation proposées, des mesures d'évitement des impacts, des mesures d'accompagnement ou de compensation. Alors nous, notre métier est d'aller maintenant voir si est-ce que ces promesses, ces engagements sociaux et environnementaux sont respectés sur le terrain. Lorsqu'ils ne sont pas respectés sur le terrain, nous n'allons pas demander à Madame la ministre de renouveler le certificat. Et lorsque le certificat n'est pas renouvelé, ils le savent, il y a une contrainte entre eux et leurs bailleurs et même leur crédibilité. Voilà. Sur la même question. Sur la même question, je voudrais quand même préciser que nous avons pour vocation de concilier l'exploitation minière avec la protection de l'environnement. Puisque ce sont les mines qui ont des retombées économiques pour le pays, mais nous avons aussi en tant que ministère de l'Environnement le devoir de préserver, n'est-ce pas, de protéger notre environnement. Donc on a, n'est-ce pas, ce devoir de concilier les deux secteurs. Et c'est en cela d'ailleurs que nous accompagnons, n'est-ce pas, le ministère des Mines
dans, n'est-ce pas, la mise en œuvre, justement, à travers les projets miniers et le respect, n'est-ce pas, de l'environnement. Et pour vous dire également que le respect de l'environnement ou la protection de celui-ci n'est pas l'apanage, n'est-ce pas, exclusif du ministère de l'Environnement. Et on salue du fait que la volonté justement des départements sectoriels qui prennent en compte dans leur code, n'est-ce pas, les questions environnementales. Si vous prenez le code minier aujourd'hui, dans ces articles 142, 143 et 144, n'est-ce pas, sont consacrés à la protection de l'environnement, notamment la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social pour toute demande d'autorisation de titre ou de titre minier. Il y a également justement les questions de réhabilitation des sites dégradés suite à l'exploitation, n'est-ce pas, de l'environnement. Donc ça veut dire qu'il y a une panoplie, une synergie d'actions que nous menons ensemble pour atteindre les objectifs de développement durable. Et cela passe nécessairement par... Mais malgré toutes ces dispositions, quelquefois il y avait des conflits sur le terrain parce que l'environnement se rendait compte qu'un investisseur évoluait sans prendre en compte les aspects environnementaux. Bon. C'est des problèmes qui se sont posés. Oui, vous savez, justement, comme le disait Lombroso, il y a toujours des criminels nés. Hein, le changement, c'est un processus. Hein, donc l'amélioration, c'est un processus. Ce qui est condamnable, c'est si on manque de volonté. Mais puisque nous avons la volonté de refaire, de parfaire, n'est-ce pas, les choses, aujourd'hui, vous voyez une certaine synergie entre le ministère, n'est-ce pas, des mines. Ce qui justifie d'ailleurs la mise en œuvre du projet qui est financé par la Banque mondiale. Le projet qui est financé par la Banque mondiale qui concerne non seulement les mines, mais également l'environnement. Et c'est pourquoi également dans l'article 11, au niveau de notre code de l'environnement, l'article 11, nous avons dit que tout projet, n'est-ce pas, de loi à incidence environnementale, le ministère de l'Environnement doit être informé pour avis. Ça, c'est pour éviter les dysfonctionnements ou les chevauchements, n'est-ce pas, dans les attributions ou, n'est-ce pas, dans le respect de la législation. Donc, je pense aujourd'hui que nous, c'est le souci également des ministères des Mines, mais également de l'environnement, de concilier, n'est-ce pas, de mettre ensemble avec la gestion durable de l'environnement. Parce que sans l'environnement aujourd'hui, aucune vie n'est possible sur Terre. Notre vie en dépend. Donc il est important et nous encourageons justement la prise en compte de la dimension environnementale dans les stratégies, dans les plans, dans les projets, mais également dans les politiques. Je voudrais, avant de terminer, inviter, n'est-ce pas, tous les projets de développement, pas seulement les projets miniers, à se mettre en rapport avec le ministère de l'Environnement lorsque leur activité ou leur projet est de nature à impacter notre environnement. Parce que beaucoup pensent que c'est seulement les miniers qui sont concernés par l'environnement, alors qu'il y a des projets de tourisme, il y a les projets d'habitat, il y a les projets, n'est-ce pas, des mines, il y a d'autres projets agricoles, par exemple, qui peuvent avoir, écotourisme, qui peuvent avoir des impacts sur l'environnement. Ils sont invités à se mettre en rapport avec le ministère de l'Environnement pour prendre des autorisations, n'est-ce pas, en vigueur. Monsieur le directeur général adjoint de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale, vous êtes en train de mettre en application les nouvelles réformes. Vos impressions par rapport à ces innovations? Bon, l'impression est bonne parce que quelque part nos partenaires sont en train de nous comprendre. Grâce à l'avènement de CNRD et avec l'impulsion de Madame la ministre, on ne délivre pas aujourd'hui même ne serait-ce qu'un renouvellement sans que le plan de mise en œuvre, de plan de gestion environnementale ne soit déposé au ministère de l'Environnement. Et sans qu'une mission n'ait pas vérifié aussi ces activités planifiées dans ce document-là. Aujourd'hui, ils se plaignent, ils disent qu'il y a un retard, il y a lourdeur. Ce n'est pas parce que madame veut volontairement alourdir la démarche, mais c'est parce qu'elle veut se rassurer que lorsqu'elle va délivrer le renouvellement, qu'il n'y ait pas de problème sur le terrain. C'est pourquoi nous, on peut faire deux missions successivement sur le site, parce que quand la première mission se passe, les rapports nous examinons, les points noirs qui sont signalés, on rappelle aux promoteurs de les mettre d'abord, les corriger, avant qu'on ne les délivre. Voilà pourquoi le processus prend un peu de temps. Monsieur le gardien des textes juridiques, les avancées observées depuis que vous êtes à ce poste, vos impressions? Bon, comme on aime le dire très souvent, que la colère des moutons n'empêche pas les musulmans de fêter la tabaski. Tout à fait. Les réformes que nous engageons ne pourront en aucune manière arrêter la volonté que nous avons pour reformer,
n'est-ce pas, notre département. Nous avons, avec la volonté de Madame la ministre, opéré une mission de contrôle de conformité environnementale. Dans la région non seulement de Grand Conakry, mais à l'intérieur également, notamment à Boké, à Bofa, à Fria. Et les résultats sont, à quelques endroits, il faut reconnaître qu'à quelques endroits, nous avons assisté, nous avons constaté une panoplie de problèmes, de l'irrespect, n'est-ce pas, des engagements. Qui sont en train d'être... Mais nous pensons que nous sommes en train de travailler pour finaliser le rapport parce que nous estimons que les recommandations doivent être pertinentes et, n'est-ce pas, pour amener non seulement les partenaires à se conformer à la législation environnementale, mais nous appliquerons également la loi parce que l'article 203 est clair. Lorsque vous n'êtes pas en conformité avec la loi, vous avez des amendes à payer. Il y a des sanctions administratives et pénales. Vous avez entendu les experts en la matière. La loi reste la loi. Elle est applicable à toute personne qui ne la respecte pas, qui ne la reconnaît pas. Voilà, chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'émission s'achève. Notez qu'il a été question de vous parler des questions juridiques du ministère de l'Environnement, mais aussi du fonctionnement de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale et de la réalisation des études d'impact environnemental. Cette émission a été donc réalisée sur la pelouse du Grand Hôtel Noum, ici à Kaloum, avec toute l'équipe mobilisée de la RTG. Merci et à la prochaine.